Bonjour à tous, des maths dans Nôle, bienvenue à Kervreis. Aujourd'hui nous recevons Jan-Bert Hilnon, son président, ainsi que Guillaume Fay, qui voudrait intervenir sur l'élection récente de Vladimir Poutine. Alors, Poutine a été reconduit pour son 4e mandat de 6 ans, donc, avec 75% des voix, 60% de participation électorale, en hausse de 12% par rapport au scrutin de 2012. Ce qui fait que Poutine est le chef d'État, si on prend l'ensemble de l'Europe, qui a été réellement plébiscité par les gens. Ce qui constitue évidemment un record par rapport même à Macron et aux autres chefs d'État, à Merkel et aux autres chefs d'État européens. Et ça n'empêche pas la plupart des commentateurs, là je vois des articles issus du Figaro, qui le traitent d'autocrate et qui disent finalement, qui remettent en cause, qui disent que la Russie n'est pas vraiment un État de droit et que ce n'est pas réellement démocratique. Alors, quand on est élu avec 75% des voix dans des isoloirs, si c'est pas démocratique, je ne vois pas ce que ça peut être. Alors on dit c'est populiste. Et le mot populiste est exactement la traduction latine du mot démocratique, qui est un mot d'origine grecque. Ouais. Bon. Alors ça c'est une théorie qui est défendue, il faut le savoir, de manière très cohérente par un type comme Nicolas Bavrez et par Bernard-Henri Lévy, par Attali aussi, selon lequel finalement il faut se méfier du peuple. Oui, mais comme l'a dit Cohn-Bendit il y a un certain temps déjà, oui, c'était à l'époque du Brexit. Là. Voilà, voilà c'est ça. Il y en a marre du peuple. Voilà, Voilà. exactement. Exactement. Ouais. Alors, alors, moi je trouve ça, à la limite, je dirais que c'est cohérent dans leur logique. Ils détestent le peuple. Et ils le disent. Pourquoi? C'est la théorie du despotisme éclairé, en fait. C'est-à-dire qu'on dit que le peuple juge mal. Alors que, par exemple, en Russie, on peut critiquer le régime russe depuis Yeltsin. Bon, c'est certain. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, en économie, ils commettent beaucoup d'erreurs, même encore actuellement, bon, etc. Mais, il y a une chose qui est certaine en Russie, c'est qu'il y a un accord entre la politique du Kremlin et le peuple. Il y a un véritable accord, autrement il ne ferait pas 75% des voix. Enfin, c'est hallucinant, enfin, je veux dire. Oui, alors, leur argument, c'est qu'en fait, ce sont des fraudes électorales qu'on grossit. Mais, non, mais c'est... De toute façon, même s'il y avait 10% de fraude électorale, il y a quand même 65% qui reste pour lui. Non, mais il n'y a pas de fraude électorale, il y a des isoloirs, ça passe exactement comme ici. Il y en a partout des fraudes électorales. Non, mais moi j'ai bourlingué en Russie, c'est le plus grand pays du monde. Je veux dire, et dans la steppe, etc., il y a des villages qui peuvent très bien faire de la fraude électorale, mais c'est insignifiant. C'est insignifiant. En plus, ils font du bourrage d'urnes dans les villages, parce qu'ils veulent rivaliser avec le village voisin pour être du côté maximum du côté du pouvoir en place. Bon, en fait, ça c'est anecdotique. C'est anecdotique. C'est de la tradition paysanne. Quoi, oui, mais c'est anecdotique. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'en réalité, le pouvoir du Kremlin est un pouvoir, alors on dit autocrate, mais je veux dire Macron aussi, il est autocrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'empêche qu'il est plébiscité par le peuple. Bon, ouais. Voilà, c'est point final. Donc, à partir de là... Non, mais la leçon à tirer, ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'Occident fait cette critique très dure de Vladimir Poutine, va même jusqu'à l'accuser d'être un criminel, un assassin qui a voulu empoisonner un ancien espion à Londres, etc., pour le discréditer, quoi. Oui, c'est qu'à mon avis, l'Europe de l'Ouest a besoin de désigner un diable hein, pour se justifier du côté du bien en montrant du doigt ce qui est mal. En plus, Poutine représente physiquement
il a l'image de l'Européen viril qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui prend des initiatives, et surtout qui n'adhère pas à l'idéologie cosmopolite occidentale. Voilà. Le capitalisme mondialiste organise le métissage forcé en s'appuyant sur la psychologie gauchiste pour organiser l'effondrement de la civilisation européenne, enracinée dans les cultures régionales. Pour cela, il culpabilise toutes les identités comme soi-disant fascistes afin d'installer un pouvoir financier international dirigé par les Américains qui font de la planète Terre leur terre promise. Leur but, c'est d'américaniser la planète entière. Et Poutine a été diabolisé, a commencé à être diabolisé un peu après l'an 2000, et on a utilisé l'Ukraine pour ça au départ. Oui. En faisant un gros mensonge, c'est-à-dire qu'en promettant à l'Ukraine une adhésion à l'Union européenne et une adhésion à l'OTAN. Ce qui avait été refusé à l'époque devant Gorbatchev en disant si le communisme tombe, jamais, jamais, jamais nous n'approcherons l'Ukraine. L'Ukraine restera dans votre giron. Bon. L'affaire ukrainienne a été le déclencheur, avec des provocations américaines, des provocations de l'OTAN et des provocations de l'Union européenne. Et il y a eu l'affaire de la Crimée, extraordinaire l'affaire de la Crimée. L'annexion de la Crimée, attendez, un pays entièrement russe, à 80%, qui avait été donné à l'Ukraine du temps de l'URSS par Khrouchtchev qui était ukrainien, faut pas l'oublier, quand même, en 54 ou 154. Il y a quand même eu un référendum démocratique. Les gens de Crimée ont choisi de revenir dans le giron de la Russie. Parce que ce sont des Russes, ils parlent russe, c'est pas des Ukrainiens. Bon. Donc là encore, il y avait un mensonge international en disant que Poutine a annexé la Crimée, mais pas absolument pas, il n'a pas annexé la Crimée. Il a fait un référendum et la Crimée est revenue dans le giron de la mère patrie, c'est tout. Mais quand bien même serait-il intervenu violemment en Crimée, c'est pas sûr d'ailleurs, je me souviens plus très bien, mais ça me semble assez insignifiant par rapport à l'intervention américaine en Serbie. Oui. Par rapport à la séparation du Kosovo avec la Serbie, par rapport à l'intervention américaine en Irak, l'intervention française en Libye, etc. Alors on fait tout un plat de l'intervention des Russes en Crimée, mais par contre, l'intervention occidentale en Libye, au Mali, partout. Il y a deux poids, deux mesures. Là. Ah, complètement. Oui. Complètement deux poids, deux mesures. D'autant plus qu'en Crimée, il n'y a pas eu d'intervention militaire. Je veux dire, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de. Il n'y a absolument rien eu, je veux dire. Ça s'est passé complètement pacifiquement. Donc voilà, c'est absolument. Là, je sais pas, il y a des affrontements quand même armés. Très peu. Il y a eu des attentats, mais qui n'ont pas été faits par les Russes. Mais il n'y a pas eu de l'armée russe, c'est pas entré en Crimée, enfin bon. Simplement, alors on fait pareil avec la Syrie là actuellement, puisque Poutine aide à aider Bachar el-Assad. On en a fait tout un plat, tout un plat. C'est complètement disproportionné. Il y a toujours l'intervention américaine et occidentale en Afghanistan. Oui, bien sûr, toujours. Voilà. toujours. Donc, mais quand même, c'est Poutine le diable. C'est Poutine le diable. C'est Poutine le diable. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, comme le dit Pierre Avril dans un de ses articles du Figaro, il a raison. Il dit cette politique des Occidentaux vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis des Russes, c'est une catastrophe. Pousser les Russes dans les bras des Chinois serait pour nous folie furieuse. Parce que dans ces cas-là, évidemment, l'allié naturel de Poutine, c'est la Chine. Or, la Chine de Xi Jinping, qui est lui vraiment un autocrate, hein, il va être président à vie maintenant. Bon. Bon, la Chine de Xi Jinping
est très impérialiste, et son but est de déstabiliser la Russie, et notamment la Sibérie. Hein. Il ne se le cache pas. Il ne le cache pas. Donc c'est une très mauvaise politique que nous avons, de repousser la Russie en dehors de la sphère d'influence européenne, et de la mettre et de la jeter dans les bras de la Chine. C'est une très mauvaise politique. Et leur intérêt, c'est aussi le nôtre, c'est l'Eurasie, quoi. C'est de faire la grande alliance entre la Chine et la grande Europe. Oui, c'est ça, mais quand même, là actuellement, ils ont un problème avec le Japon. Il y a un conflit avec le Japon à propos des îles de la mer de Chine du Sud. Il y a quand même quelque chose qui se passe assez mal. Et puis, il y a un autre élément qui est très embêtant, qui peut mener à une guerre atomique, c'est le changement de la doctrine nucléaire américaine. C'est-à-dire que le mois dernier, les États-Unis ont changé leur doctrine nucléaire en décidant d'utiliser des bombes de faible puissance et non pas de grande puissance. Que les bombes atomiques de grande puissance ne sont pas utilisables, elles sont trop dangereuses, même pour celui qui les lance. Alors que, à partir du moment où dans leur doctrine ils incluent des bombes atomiques de faible puissance, donc purement tactiques, là ça en rend l'usage possible. Oui, c'est pas par hasard s'ils font ça maintenant, mais c'est quand même mauvais signe. C'est quand même très mauvais signe. Et oui. Étant donné que Trump, c'est pas lui qui dirige réellement les choses, hein, on ne sait pas trop ce qui peut se passer là. On ne sait vraiment pas trop ce qui peut se passer. En tout cas, il y a une chose qui est certaine depuis une dizaine d'années. Les Américains, les Occidentaux, l'OTAN et malheureusement les Européens de l'Ouest cherchent à réveiller la guerre froide avec la Russie. Avec la Russie. Pour se désigner un ennemi, voilà. Et Poutine, il faut le dire, exaspère profondément par son style, par tout un tas de choses. Il exaspère complètement les Occidentaux. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que Poutine a augmenté son budget militaire de manière assez considérable. Hein. Ah bon? Oui, le budget militaire russe a été augmenté de manière assez considérable. Parce que, on en parlait ici il y a quelques mois, il y a des frictions assez graves, notamment sur la mer Baltique, dans la région de Kaliningrad, dans l'enclave de Kaliningrad. Il y a des frictions assez graves et il y a des risques d'affrontement. Alors quand les Polonais disent on risque de se faire attaquer par la Russie, c'est complètement idiot. Il y a absolument... Dans tous les cas, moi je constate aussi une chose, c'est que la Russie actuelle, elle est ce qu'elle est, mais ça reste une fédération, hein, et une démocratie, alors que l'Union européenne fonctionne plutôt comme l'Union soviétique à l'époque de Staline, avec un pouvoir jacobin à Bruxelles, et qui donne des ordres à l'ensemble de l'Europe, des directives, alors qu'ils ne sont même pas élus par les Européens sous leur domination. Donc il y aurait plutôt intérêt pour les peuples d'Europe, comme le peuple breton et les minorités régionales en France, à prendre exemple sur le système, sur la constitution russe, plutôt que le système européen actuel, pour créer la grande Europe alliée à la Russie. Alors 70% des lois qui sont votées dans les pays d'Europe, en réalité ne sont pas votées, puisqu'elles appliquent simplement des directives venant de Bruxelles. Oui. 70%, c'est quand même énorme. Bon. Donc ça signifie que, comme le disent les Hongrois, les Tchèques, le groupe de Visegrad, ils disent on ne voit pas tellement la différence avec l'Union soviétique. Hein. Voilà. C'est pour ça que je parle. C'est eux qui le disent. C'est pour ça que je parle, au lieu d'Union européenne, moi je dis Union soviétique européenne. Bah oui. C'est comme à l'époque de Staline, quoi. Bah oui, c'est comme à l'époque de Staline. Ce qui s'est passé quand même avec les migrants, c'est quand même absolument hallucinant. On oblige, comme tu disais tout à l'heure, on a obligé les peuples européens dans l'année 2015, et ça continue, hein, à recevoir de manière forcée plus d'1 million de migrants. C'est hallucinant, je veux dire. Bon. Alors que quand on voit les sondages, 90% des gens qui sont contre sont opposés à ça. Ça fait rien, on les fait entrer quand même. Alors moi je trouve que véritablement, c'est tout à fait stalinien, hein, comme type de comportement. Et encore, moi je me souviens avoir voyagé en Russie dans les années 70,
en 73, 14, etc. J'avais été étonné de voir que les passeports soviétiques mentionnaient nationalité ouzbek, par exemple, citoyenneté soviétique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les nationalités étaient reconnues comme différentes de la citoyenneté. Oui. Alors qu'en France, on oblige à une confusion entre les deux. Il y a une confusion entre les deux, voilà. C'est-à-dire qu'un Malien, au lieu d'être de nationalité malienne et de citoyenneté française, hein, devient même de nationalité française. Oui. De naissance. D'ailleurs, on nie la nationalité. On nie la nationalité, complètement. Voilà. C'est-à-dire que citoyenneté devient nationalité. Oui. C'est-à-dire que l'appartenance à un peuple devient l'appartenance à l'État. Voilà. À l'État jacobin. Voilà. Mais simplement, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que concrètement, il y a dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les clubs sportifs, dans toutes les organisations non politiques, je dirais, les culturelles, etc., dans la vie de la cité, etc., dans certaines villes, dans certaines banlieues, dans certaines campagnes, surtout chez la jeunesse, il y a des phénomènes de revendication et de sécession concrètes, où ils appliquent la charia, où ils ont leurs propres juges, etc., etc. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'inversion du discours. Ils se victimisent, ils se présentent comme victimes, ils demandent le droit des minorités, mais eux, quand ils sont au pouvoir, ils sont d'une intolérance absolument totale. Même chez eux, quoi. Ça fait partie de leur stratégie, et tout phénomène socio-historique a une stratégie dans la conquête. Hein, voilà, c'est ça, c'est la conquête en se victimisant. C'est la conquête en se victimisant, voilà, c'est tout. Ainsi, les beurre blacks des banlieues parisiennes et autres villes d'Europe ne sont pas des musulmans, mais des racailles américanisés en jean, en basket, en survêtement avec leur Walkman, qui reproduisent les banlieues de New York, leur modèle historique et culturel, pour fumer leurs pétards et se shooter avec leurs seringues. Tous ces dealers paumés déracinés n'ont rien à voir avec les jeunes musulmans pratiquants qui, eux, bien au contraire, recherchent une pratique spirituelle. Les racailles américanisés doivent être virés d'Europe, comme tout ce qui est américanisé, comme les salafistes qui prônent la violence et la guerre civile, manipulés qu'ils sont par nos ennemis, cosmopolites qui soumettent l'Union européenne à leurs lois mondialistes. Donc, alors, en Russie, par exemple, pour revenir à Poutine, ça serait impossible, ça. Oui. Ça serait impossible. Et pourtant, ils ont des musulmans chez eux. Ils en ont 20 millions, attention. Hein. Oui, mais enfin, la Russie, c'est le pays le plus grand du monde. Oui, et puis leurs musulmans ont toujours été là. C'est eux qui les ont conquis. C'est pas comme chez nous. Ils ne sont pas arrivés en oui, il y a une légitimité voilà. qu'ont les musulmans en Russie. Bien sûr. Qui n'existe pas encore en Europe de l'Ouest, et particulièrement en France. Ah non, bien sûr que non. Mais bon. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie des immigrés sont des victimes du déracinement et qu'ils auraient préféré rester chez eux et qui se sont déracinés pour des raisons économiques parce qu'ils sont victimes de l'économie mondialiste qui les affame dans leur pays. Ces lois mondialistes qui sont des lois économiques et qui n'ont rien à voir avec la mondialisation qui regroupe des lois technologiques qui facilitent les contacts entre les peuples différents, ce qui est très bien et n'a rien à voir avec le métissage organisé par la dictature économique des parasites milliardaires qui organisent l'invasion de l'Europe par des parasites sociaux
pour se faire oublier eux-mêmes. Hein, et l'aliénation... sont aussi victimes d'eux-mêmes. Hein. Ouais, mais cette aliénation a pourtant été bien analysée autrefois par le psychiatre antillais, là, Frantz Fanon, quand il écrit Peau noire, masque blanc. Hein, c'est pas forcément de gaieté de cœur que les Africains veulent se européaniser et se blanchir en venant ici. Parce que ça produit énormément de maladies mentales, hein, et de substituts dont l'alcool, la drogue, etc. Hein. Et comme le prouve l'actualité aux États-Unis, ça produit énormément de grands criminels et de tueurs en série, de masses qui se font flinguer dans les rues de Las Vegas, ou les collèges, les universités, les églises, etc. C'était un blanc, hein, les crimes aussi. Oui, mais c'est justement ça qui est intéressant. Les blancs comme les noirs sont étrangers dans une société cosmopolite qui n'est pas la leur. Qui n'est pas la leur. Et qui ne crée que des maladies mentales. Puisqu'ils n'ont plus de repères culturels de leur héritage historique. Très bien. De toute façon, une soupe sans sel et une soupe sans poivre, ce n'est pas très bon. Maintenant, c'est pour ça que je dis que l'immigration, que toi tu appelles l'invasion, ça peut très bien être la pincée de sel, la pincée de poivre, la pincée de cumin pour les Asiatiques, qui rend la soupe délicieuse et qui relève le goût. Maintenant, si on renverse le poivrier et la salière dans la soupe, elle devient immangeable, effectivement. Donc c'est une question de pourcentage, de proportion. Oui, oui. Moi je pense que comme 600 000 juifs en France, paraît-il, ça forme 1% de la population, c'est très bien. S'il y a 600 000 musulmans et 600 000 africains et 600 000 asiatiques, ben, ça sera parfait, mais au-delà du 1% par ethnie, ça devient critique. Ben oui. Voilà. Donc, nous devons... tout à fait d'accord. Nous devons être tolérants et tout est question de quantité et de qualité dans le grand chaudron européen. Bravo. Eh bien écoute, sur cette parole, je optimiste. Je conclurai en disant qu'il faut rester ni optimiste ni pessimiste, mais qu'il faut rester tout simplement réaliste. Voilà. Et d'un point de vue réaliste, le succès de Vladimir Poutine démontre une fois de plus que le soleil se lève à l'est. Ah voilà, exactement. Et que la renaissance nous vient des vrais Européens qui sont restés eux-mêmes. Ah, la renaissance vient de l'Est, c'est sûr, et notamment de la Russie, c'est certain. C'est certain. En dépit des problèmes que rencontre la Russie, bien entendu, notamment sur le plan économique, c'est certain. Bon. Mais l'économie n'est pas tout. Mais une fois de plus, depuis un siècle, il se passe une révolution en Russie, c'est-à-dire au sens de réévolution. Oui, oui. Hein, pendant que nous sommes en involution. Oui, oui, oui. Hein, décadence. Oui, oui. C'est le sens du mot Occident d'ailleurs. Oui, oui, Occident. Tomber, quoi. Oui, oui, Occident, oui. Voilà. Le couchant. Voilà. Oui, oui. Nous sommes en involution, eux sont en évolution, donc en réévolution. Oui, oui. Voilà. Alors, là, le problème maintenant de la Russie, c'est aussi sa démographie. Il faut qu'ils essayent de le faire. Ils essayent de le faire. À Moscou, on voit des affiches avec des bébés, etc. Faites des enfants, etc. Oui. Donc vive la réévolution. Voilà. Ben, sur cette conclusion, mon cher Humbert, je te remercie. Un siècle après, la première révolution bolchevique. Voilà. La révolution poutinique. Poutinique, voilà. Voilà. Bevet Breiz, Beguir Evo Marteze Savetiet
Alors, vom Trend. Preis, quand on ken Ruidi ist Russia. D'accord. Je veux dire, vive Breise, qui sera peut-être aidé dans sa renaissance par nos compatriotes de Russie. Voilà, bonne conclusion. Le travail des intellectuels conscients est de dévoiler ces vérités et de les diffuser afin de faire prendre conscience par leurs concitoyens des risques de catastrophes qui se profilent dans une histoire assez proche afin d'éviter des drames. C'est le rôle des penseurs, des philosophes, d'observer le réel et non pas de se réfugier dans le virtuel. Les philosophes pratiques ne sont pas seulement des intellectuels, ils ont un corps physique qu'ils entretiennent. Ils ne nient pas le physique, le monde réel, leur personnalité, comme les intellectuels purs qui sont toujours prêts à trahir, à retourner leur veste, en se trouvant de bonnes excuses d'imposteurs professionnels, en trahissant, en reniant leurs engagements, toutes leurs idées, très régulièrement, plusieurs fois dans leur existence. Chez nous, en Bretagne, nous avons connu cela dans le mouvement national qu'on appelle en breton l'Emzao, qui incarne non pas la société Bretagne, mais l'État Breise, culpabilisé de travailler pour une identité. Ces gauchistes, comme partout ailleurs, censés défendre les pauvres, ont finalement rendu un grand service à la droite financière, capitaliste et aux riches. Cette génération de bobos bretons est en train de disparaître face à la renaissance et à la prise de conscience des peuples d'Europe. Tant mieux.